Bonjour à tous. Pour poursuivre donc cette exploration de la mortalité pendant les temps préhistoriques, je vais aborder aujourd'hui le thème de la violence et de l'homicide. Alors l'homicide implique une forme de violence, mais vous allez voir que toutes les violences n'aboutissent pas à la mort, mais donc très difficile de séparer les deux sujets. Et aujourd'hui, nous touchons encore à une autre thématique qui a donné lieu à des débats assez passionnés parfois dans la discipline, puisqu'en fait, ça interroge l'origine de la guerre, en fait. Et d'une façon générale, on peut s'étonner que les hommes, au sein des primates, qui représentent une espèce où la violence, en tout cas la violence individuelle, est considérablement plus faible que ce que l'on observe dans certaines autres espèces de grands singes, je pense aux chimpanzés en particulier, soit en même temps celle qui est capable de rassembler des coalitions de milliers d'individus pour aller exterminer les voisins. On a souvent évoqué à propos en tout cas de notre espèce d'Homo sapiens, un phénomène d'autodomestication que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer devant vous. Cette autodomestication, c'est quoi? C'est justement le fait que cette violence elle est relativement réprimée dans les groupes humains. C'est une vieille idée, hein. Darwin avait déjà parlé de cette idée d'autodomestication. En gros, l'homme serait un animal domestique comme les autres, mais qui se serait domestiqué lui-même, avec des conséquences sur son comportement, bien sûr, puisque dans le fond, quand on a domestiqué les animaux, souvent ce que l'on a cherché, c'est à sélectionner des individus qui étaient relativement paisibles, peu agressifs, plus faciles à manipuler, avec des conséquences aussi sur l'aspect physique de ces espèces. Donc on a toute une suite de caractères morphologiques qu'on voit apparaître chez les animaux domestiques, et certains d'entre eux se retrouvent chez l'homme moderne. Alors vous me direz pourquoi il peut y avoir un lien entre le comportement et des caractères morphologiques. Les gens qui défendent aujourd'hui cette idée d'autodomestication mettent en avant que sur le plan du développement embryonnaire, notre système nerveux dépend d'une région de l'embryon qu'on appelle la crête neurale, et cette crête neurale qui va donner le système nerveux est aussi à l'origine d'autres organes, d'autres parties de notre organisme, la peau par exemple. Et donc l'idée, voilà, c'est que les vaches et les dalmatiens ont des taches noires sur un fond de pelage blanc à cause de leur domestication qui a influé sur le développement de leur peau et de leur pelage. Et il y a des caractères qu'on retrouve comme ça dans un certain nombre d'espèces domestiques. Alors pour ce qui est de l'homme, c'est surtout des caractères qui sont liés à la taille de la face, au dimorphisme sexuel, à un certain nombre de caractères, comme par exemple ce taurus susorbitaire, qui est très spectaculaire, en fait, chez tous les hominines jusqu'à une période assez récente. L'idée, c'est que dans notre espèce, on a graduellement éliminé d'une façon ou d'une autre, ou écarté de la reproduction, les individus qui étaient les plus problématiques dans leur comportement. Donc il y a quand même un paradoxe, puisque, encore une fois, notre espèce est celle quand même qui est capable de développer quelque chose comme la guerre. Vous allez voir que, en fait, ce caractère exclusivement humain de la guerre comme activité collective, en fait, peut être discuté. Et je vais vous parler, pour commencer, de ce qui se passe chez les grands singes. Vous allez voir qu'il peut y avoir une forme de guerre aussi chez les grands singes.
Avant d'aborder ce sujet, je voudrais bien préciser les choses. Quand on parle de violence, en fait, il y a différents types de violence. D'abord, et ça va être quelque chose qui va être récurrent dans tous ces débats autour de la violence, notamment dans les temps paléolithiques, il y a une différence entre la violence interindividuelle, alors à l'intérieur d'un groupe ou entre un individu d'un groupe et un individu d'un autre groupe, disons la violence qui peut aboutir jusqu'à un homicide, mais qui est quelque chose encore une fois, de dual, d'individuel, et puis les violences collectives qui peuvent prendre une échelle très très vaste. Hein. Et ensuite, une fois qu'on a séparé cet aspect individuel ou collectif, eh bien, il y a des gens qui sont vraiment intéressés à différents types de violences. Et en particulier, il y a un chercheur américain qui est à l'université de Harvard qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui travaille sur les chimpanzés, mais pas que, et qui a constamment séparé ce qu'on appelle l'agressivité réactive et l'agressivité proactive. Alors l'agressivité réactive, c'est quoi? Eh ben, c'est une agressivité chaude, hein. C'est celle qu'on voit se manifester justement constamment au sein des groupes de chimpanzés. Elle est déclenchée par la peur, par une menace, par une provocation. Elle se déclenche de façon soudaine, non planifiée. Et puis, elle est corrélative d'un niveau d'excitation biologique très élevé, avec une augmentation de l'adrénaline, une forte activation émotionnelle. Et puis, une agressivité proactive qui est assez différente. On pourrait dire que c'est une agressivité froide. Elle ne se déclenche pas soudainement. Elle est planifiée, alors soit individuellement, soit collectivement. Et puis les cibles qui, dans le cas de l'agressivité réactive, sont des cibles de circonstances. Les cibles de l'agressivité proactive sont des cibles qui sont, j'allais dire, mûrement choisies. Et cette agressivité proactive, en général, elle a un but bien précis. Et évidemment, quand on parle de guerre ou en tout cas de violence collective, souvent il y a des questions plutôt d'agressivité proactive. Dans les temps, dans les débuts de la préhistoire, on a eu une vision assez, j'allais dire, mouvementée de la vie de nos lointains prédécesseurs. J'ai eu l'occasion d'en parler la semaine dernière lors d'une présentation à la BNF à laquelle certains d'entre vous ont assisté. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on n'avait pas de problème avec l'idée que dans le passé, les hommes avaient pu avoir recours à des violences, soit individuelles, soit collectives, pour toutes sortes de raisons. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu, je vous conseille de lire La guerre du feu, par exemple, qui est une fiction du début du XXe siècle qui met très très bien en scène cette ambiance à la fois violente, menaçante, inquiétante à toutes sortes de points de vue. Et puis, ce climat, il a changé considérablement dans la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler à propos des mondes d'abondance, hein, c'est-à-dire l'idée que la préhistoire, c'était un monde dans lequel, dans le fond, on n'avait pas besoin de travailler, on avait du temps pour faire des choses agréables, la nourriture ne manquait pas, et bon, je vous ai dit ce qu'il fallait en penser, c'est-à-dire que ça a loin d'être toujours été le cas. Ça a été loin d'être toujours le cas. Et puis, eh bien, dans le fond, cette histoire de violence individuelle ou collective a suivi le mouvement, hein, c'est-à-dire la préhistoire à partir des années 70-80. En tout cas, la préhistoire
avant le néolithique, elle est vue comme une période, dans le fond, relativement paisible, peuplée de gens plutôt pacifiques, avec quand même un changement au moment du développement de l'agriculture et de l'émergence de sociétés où on peut accumuler des réserves et où aussi s'installe une forme de stratification sociale. Là, évidemment, c'est la guerre qui apparaît. Donc, en gros, l'idée, enfin, je dis ça, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais en gros, la guerre, c'est le capitalisme. Mais les chasseurs-cueilleurs, eux, vivent dans un monde où tout ça n'existe pas encore. Et c'est quelque chose qui a été relativement, étayé, enfin discuté avec toutes sortes d'arguments. Les uns qui portent sur le registre paléontologique, en gros l'idée qu'on n'a pas en fait de preuves positives de ces violences dans les temps paléolithiques, alors qu'on en a dans le néolithique, et je vais vous en montrer quelques-unes. Et puis la comparaison avec les chasseurs-cueilleurs récents, ceux qu'on a pu aller étudier au XXe siècle ou un petit peu avant. Le problème de ces deux arguments, c'est qu'ils sont l'un comme l'autre très discutables et ils ont été discutés. Alors, en ce qui concerne les restes fossiles, je dirais que c'est plutôt une absence d'éléments probants plus que la preuve d'une absence de violence, en fait, qui est là devant nous. Je vous ai mis à droite, là, ici, une photo d'un fossile humain qui a été découvert lors de nos fouilles récentes en Bulgarie, à Baïchokiro. Donc, ce fragment vient d'un site où des groupes humains du tout début du Paléolithique supérieur, une époque d'ailleurs où ils ont côtoyé localement des hommes de Néandertal, où un groupe a vécu pendant plusieurs siècles. Et après des siècles d'occupation de cette grotte, dans le fond, ce que l'on a, c'est quoi? C'est des tout petits fragments osseux qu'on a pu identifier avec des techniques moléculaires. Et on a montré grâce à ça que c'était des Homo sapiens, en fait, qui avaient occupé le site à cette époque-là. Et puis voilà, ça, c'est le seul reste squelettique, j'allais dire, significatif qu'on ait découvert dans ces niveaux. Évidemment, à partir d'un vestige comme celui-là, il est absolument impossible de déterminer la cause de la mort. Le propriétaire ou la propriétaire de ce maxillaire a pu mourir dans des circonstances extrêmement violentes ou mourir de maladie, de faim ou d'autres choses. Ce n'est pas 4 dents sur un maxillaire qui vont nous permettre de répondre à cette question. Et la documentation paléontologique paléolithique, elle est massivement représentée par des choses comme ça. D'ailleurs, je dois dire que même quand on a des squelettes complets, ce n'est pas toujours évident de distinguer sur ces squelettes complets des traces de violence qui ont pu provoquer la mort. Il y a des tas de façons de mettre à mort les gens qui ne laissent pas forcément des traces sur le squelette. Et on a même pu vérifier dans des cimetières militaires qui datent des guerres indiennes en Amérique du Nord. Alors là, les gens qui sont inhumés sont tous des soldats et ils sont morts sur des champs de bataille. Et on se rend compte qu'en fait, il y a seulement une partie de ces squelettes qui présente en fait des traces qu'on peut identifier comme des traces de violence qui ont causé la mort. Parce que, évidemment, si vous prenez une flèche, je sais pas, dans le ventre, vous pouvez en mourir. Ça ne laissera absolument aucune trace sur votre squelette. Et en ce qui concerne les chasseurs-cueilleurs, qui sont réputés avoir été pacifiques, se pose un autre problème, c'est que en fait, la majorité des groupes qui ont été étudiés, ils ont été étudiés par des explorateurs, des voyageurs, des anthropologues occidentaux,
qui sont arrivés dans des contrées loin de l'Europe après que ces contrées aient été conquises, dominées, colonisées par des puissances occidentales. Évidemment, dans ces circonstances-là, eh bien, ces puissances ont amené avec elles leur police, leur administration, leur armée. Et en général, ces puissances coloniales étaient assez peu enclines à tolérer des conflits au sein des populations locales. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a un biais assez fort. Et la question, c'est est-ce qu'on a des traces de... Comment dire, est-ce qu'on a des données qui soient des données en fait pré-contact? Et vous verrez qu'on en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et ça explique peut-être aussi le fait que, vous allez le voir, chez les chasseurs-cueilleurs récents, il y a de grandes différences d'un groupe à l'autre qui s'expliquent par des différences réelles de comportement, mais aussi peut-être par ces circonstances historiques. Alors, avant de vous parler de ces chasseurs-cueilleurs récents, je voudrais quand même dire un mot de la violence collective chez les grands singes. Je vous ai dit tout à l'heure que voilà, la guerre, c'était le propre de l'homme. Ce n'est pas tout à fait vrai quand même. On a observé, en particulier chez les chimpanzés, des formes de conflits entre groupes qu'on peut décrire comme une guerre. Et en particulier, il y a un épisode tout à fait connu dans la littérature qui a été très, très longuement discuté. C'est la guerre des chimpanzés de Gombe. Et donc, voilà, Gombe, c'est un parc national qui est à la limite de la Tanzanie. Et il s'y est déroulé une guerre entre deux groupes de chimpanzés qu'on appelle la guerre de 4 ans, d'ailleurs. C'est comme la guerre de 100 ans, mais là, c'est la guerre de 4 ans, c'est chez les chimpanzés. Et ce qu'on a vu dans ce parc, c'est un antagonisme entre deux groupes de chimpanzés qui, au départ, vivaient dans une forme de coexistence relativement pacifique. Donc on les a appelés les Kasakela et les Kahamas. Ça, c'était des vallées différentes que ces groupes occupaient. Et à partir de janvier 1974, le groupe des Kasakela a commencé à attaquer et à tuer des individus de l'autre groupe. Alors ça a commencé par la mise à mort d'un jeune mâle qui était isolé, donc du groupe des Kahamas, qui se nourrissait dans un arbre et qui a été attaqué par 6 adultes mâles du groupe des Kasakela. Et dans les 4 années qui ont suivi, tous les mâles du groupe Kamaa ont été tués les uns après les autres. Tous les mâles. Et parmi les femelles, il y en a une qui a été tuée, 2 autres qui ont disparu et 3 qui ont été kidnappés par les mâles Kasakela. Et donc ça, c'est vraiment... Alors, je vous passe les détails de la mise à mort des chimpanzés. Vous savez, les chimpanzés... je ne souhaite pas de vous bagarrer un jour avec un chimpanzé, mais les chimpanzés ont une force absolument considérable. Donc c'est pas compliqué, ils arrachent tout ce qu'ils peuvent attraper. Donc je vous laisse imaginer. Donc c'est assez épouvantable. Alors par la suite, il y a eu des études sur cette histoire de la guerre de 4 ans, qui a montré qu'en fait, parce qu'on avait quand même observé ces chimpanzés sur la longue durée, qu'en fait ces deux communautés de chimpanzés qui étaient séparées, en fait, dans les années qui avaient précédé la fameuse guerre de 4 ans, c'était 2 groupes qui, au départ, vivaient ensemble dans une seule communauté, au sein de laquelle il y avait eu une sorte de scission qui s'était produite. Et cette scission, elle était essentiellement liée à une lutte pour la dominance entre 3 mâles à l'intérieur de ce groupe, et aussi un ratio inhabituel du nombre de mâles par rapport au nombre de femelles.
Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, quand on regardait par exemple le temps consacré au grooming, hein, vous savez, cette façon qu'ont les chimpanzés de s'occuper les uns des autres, il y avait en fait un réseau qui s'était créé entre des individus, une espèce de, j'allais dire de parti politique, mais c'était un peu ça quand même, hein, une sorte d'alliance qui s'était créée déjà dans le début des années 70 et qui a abouti finalement à la séparation complète de ces deux groupes. Mais cette séparation, comme je viens de vous le raconter, elle ne s'est pas faite de façon vraiment pacifique, puisqu'elle a fini par se terminer par l'extermination d'un groupe par un autre. Alors quand ce groupe a été exterminé, le groupe exterminateur a occupé son territoire, puisqu'ils avaient des territoires adjacents, mais vous voyez que pas loin, il y avait un autre groupe de chimpanzés qui étaient en fait beaucoup plus nombreux que ce groupe envahisseur. Et finalement, assez vite, les envahisseurs ont battu en retraite pour laisser le territoire libre pour le troisième groupe de chimpanzés qui était le plus nombreux. Donc on voit qu'il y a des conflits qui peuvent se produire entre ces groupes de chimpanzés qui sont liés à des questions de territoire et donc de ressources pour la nourriture, d'antagonisme qu'on pourrait qualifier de politique, et puis aussi des questions de sexe ratio, nombre de mâles, nombre de femelles, parce que, dans le fond, cette guerre de 4 ans a fait qu'un des groupes a récupéré, si je peux dire, les femelles qui lui manquaient. En 2014, il y a une étude. Alors cette histoire de la guerre de Gombe, évidemment, ça a passionné la communauté des primatologues, d'autant plus que les gens qui étudient les comportements des chimpanzés, bon, c'était Diane Fossé qui était aux premières loges, si je peux dire, de cette guerre de 4 ans. Évidemment, ce sont des gens qui ont une vision très empathique, positive, des chimpanzés, qui les aiment beaucoup, qui veulent les protéger. Et donc, en gros, on s'est demandé si cette histoire de guerre entre chimpanzés, c'était quelque chose d'habituel, de normal, ou si c'était un phénomène complètement exceptionnel et peut-être lié justement à la présence d'humains dans l'environnement qui aurait, si je peux dire, alors, je n'aurais pas jusqu'à dire donner le mauvais exemple, mais perturber le comportement et la vie quotidienne des chimpanzés. Et donc il y a un groupe assez nombreux de primatologues qui ont mis ensemble des données d'observation sur 18 groupes de chimpanzés dans différentes régions d'Afrique. Alors 18 groupes de chimpanzés communs et 4 groupes de bonobos, les chimpanzés nains qui sont censés être beaucoup plus pacifiques. Tout ça, ça court sur 5 ans. Et on voit quand même que sur cet ensemble de groupes de chimpanzés, on a pu documenter 152 meurtres de chimpanzés par d'autres chimpanzés. Alors sont généralement, quand je dis généralement, c'est presque exclusivement des mâles qui sont les agresseurs et d'ailleurs les victimes les plus fréquentes. Et la majorité de ces mises à mort impliquent quand même des attaques intercommunautaires. Donc évidemment, ça arrive à l'intérieur des groupes, mais c'est quand même essentiellement d'un groupe à l'autre. Vous voyez sur ce diagramme, vous voyez que la fréquence de ces conflits varie quand même énormément d'un groupe à l'autre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va observer aussi avec les groupes humains. Ce que cette étude a montré aussi, c'est que l'impact humain, la présence d'humains ou pas, ou des modifications liées à l'activité humaine, en fait, avait absolument pas d'influence sur le taux d'homicide, la quantité de conflits, de meurtres, etc. Et que donc c'était bien
processus intrinsèque qui était à l'œuvre, avec quelque chose qui est assez clair, c'est que le nombre d'agressions létales augmente apparemment de façon assez régulière, avec le nombre de mâles qui se trouvent dans chaque groupe. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces études, c'est qu'on a pu montrer que, dans le fond, les mâles de chaque groupe ont tendance à constituer des formes de patrouilles qui vont aller se promener à la limite, à patrouiller le long de la limite du territoire du groupe, et qui, occasionnellement, vont pénétrer dans le territoire des voisins, si je peux dire. Et là, il ne faut pas imaginer une confrontation d'un groupe avec l'autre. C'est en général, j'allais dire, l'assassinat, la mort d'un individu isolé, parce qu'on s'est rendu compte que dans ces meurtres, en général, il y avait toujours un groupe de mâles assez important qui s'en prenait à un seul individu. En moyenne, le rapport entre le nombre d'agresseurs et le nombre de victimes, c'est un rapport de 8 à 1. Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. Ce qui est ressorti de toutes ces études, c'est qu'en fait, ce qui est en jeu, encore une fois, sont des ressources, de la nourriture, des femelles, surtout pendant des périodes où il y a une limitation dans les ressources en nourriture, ou alors encore une fois un sexe ratio déséquilibré dans un groupe ou dans un autre. Et dans le fond, cette activité guerrière, si je peux dire, elle se fait dans un cadre où le groupe agresseur prend le minimum de risques. En fait, il utilise ce déséquilibre numérique pour éliminer de façon graduelle les individus d'un autre groupe. Avant d'en finir avec les chimpanzés, parce que vous verrez quand même que ces éléments que je viens de vous donner, dans une certaine mesure, peut-être s'appliquent aussi à des groupes humains. On connaît un cas de guerre, si je peux dire, alors non pas entre des groupes de chimpanzés, mais entre des gorilles et des chimpanzés. Et donc, il y a un exemple qui a été décrit dans un site d'un parc gabonais où les chimpanzés qui étaient dans ce territoire qui est délimité ici sur la carte, dans une zone où ils coexistaient de façon relativement pacifique avec des gorilles, eh bien, lors justement d'une de ces patrouilles, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, les chimpanzés sont tombés sur un groupe de gorilles et s'en sont pris à des jeunes gorilles. Et donc, on a deux exemples où des jeunes gorilles ont été mis à mort par les chimpanzés. Un peu à la manière dont ils mettent à mort d'autres chimpanzés, d'autres groupes. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant parce que quand on imagine un gorille, évidemment c'est beaucoup plus gros qu'un chimpanzé, et même si les chimpanzés sont très, très forts, très puissants et très agressifs, le gorille est quand même un gorille mâle et tout à fait capable de résister à un chimpanzé. Alors, dans les deux événements où ça s'est produit, qui ont été décrits, qui ont été publiés, il y avait quand même premièrement, le mâle à dos argenté était un petit peu loin au moment où le jeune gorillon s'est fait prendre à partie. Et puis surtout, il y avait un déséquilibre dans le nombre des chimpanzés et des gorilles. Et donc les chimpanzés ont fini par emporter avec eux un jeune gorillon, le mettre à mort. Et d'ailleurs, il y a, au moins dans un des deux cas, je ne suis pas sûr si c'est dans les deux cas, mais au moins dans un des deux cas, le petit gorille qui a été mis à mort a été mangé par une femelle chimpanzé qui a mangé ce petit gorillon. Cette histoire de consommation de viande, c'est quelque chose aussi qu'on observe dans les guerres entre chimpanzés
c'est-à-dire les jeunes, quand ce sont des jeunes individus qui sont attrapés, qui sont mis à mort, souvent ils sont cannibalisés par les autres chimpanzés. On sait que les chimpanzés, ils ont un goût quand même assez prononcé pour la viande, et donc ils les mangent. Évidemment, on voit ça aussi comme une forme de terrorisme, hein. C'est-à-dire que les femelles sont attaquées, on leur prend leur petit, on le tue et on le mange. Et donc évidemment, les individus qui sont impliqués dans ce genre de drame, ils sont peu enclins à revenir là où l'attaque s'est produite. Et donc c'est une façon en fait d'exclure, de déplacer un groupe et d'occuper son territoire. Qu'en est-il chez les chasseurs-cueilleurs modernes, récents? Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait, les anthropologues ont longuement débattu de savoir s'ils étaient pacifiques ou pas, avec ce problème des données mesurables dans des groupes pré-contact ou après le contact. Alors, pré-contact, le problème, c'est qu'on n'en a pas tellement, en fait. Alors, je vous ai cité la dernière fois à propos des famines, cette expédition danoise sur la côte est du Groenland, l'expédition de Gustav Holm en 1884-1885. Par la suite, il y a eu des visites régulières des Danois dans la même région d'Ammassalik. Ammassalik, c'est une île qui est dans un fjord, hein, qui est apparemment assez poissonneux. Donc il y a des communautés inuites qui vivent dans cette région-là. Et les Danois ont fait des statistiques à chacune de leurs visites sur la mortalité, les maladies. Ils ont fait en fait un recensement, hein, de ces Inuits qui vivaient dans cette région d'Ammassalik. Et donc on a des données assez précises et qui ont été largement utilisées par les anthropologues, les ethnologues qui travaillaient sur les Inuits. On n'est pas vraiment dans du pré-contact, mais on est autour du contact, si je peux dire. Et ce qu'on retire de ces données, c'est qu'en fait, les meurtres, les homicides au sein de ces communautés inuites étaient quand même relativement fréquentes. Et entre 1886 et 1896, donc sur une dizaine d'années, dans cette communauté, il y a eu 14 meurtres d'hommes adultes. Dans la mortalité, dans les listes faites par les Danois, il y a des rubriques comme disparus, accidents de chasse, des choses comme ça. Les chasseurs partent sur la banquise et ils ne reviennent pas. Donc ça, ce sont des catégories bien séparées des homicides, mais il est probable qu'une partie des disparus et des accidents de chasse soient en fait des homicides. Enfin, toujours est-il que ces 14 meurtres d'hommes adultes, ça représente quand même 18% des mâles des individus mâles de plus de 20 ans, et c'est quelque chose qui est en fait assez considérable. Alors donc on est là dans des espèces dans des conflits qui dégénèrent probablement en vendetta, avec une succession de meurtres qui s'échelonnent sur le temps. Mais on a fait remarquer que quand même si on est à un niveau toujours de violence plutôt individuelle que collective, cette proportion de 18% d'hommes de plus de 20 ans qui disparaissent, c'est une proportion qui est très au-dessus de ce qu'on trouve même dans les conflits, dans les guerres modernes, hein, où on a comparé ça à la Première Guerre mondiale, par exemple. Il n'y a pas eu en France 18% de la population qui a disparu, que ce soit les hommes participant au combat et civils mis ensemble, je ne parle même pas des femmes.
On a essayé quand même de regarder un petit peu comment ça pouvait varier d'un groupe à l'autre, ces histoires d'homicides. Et vous voyez que, voilà une liste qui a été publiée il y a une dizaine d'années, il y a une très grande variabilité du taux d'homicide que vous voyez sur la colonne, celle-ci, là, avec des groupes, par exemple les Hadza de Tanzanie, qui ont un taux d'homicide qui est... alors, dire qu'il est très bas, je ne sais pas si on peut dire qu'il est très bas. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux d'homicide aux États-Unis dans les années 90, les États-Unis, ce n'est pas quand même la société occidentale qui a la réputation d'être la moins violente. Hein. Donc, on avait un taux d'homicide de 5,5 pour 100 000 par an aux États-Unis. Donc là, on est quand même dans des taux qui sont assez comparables. Vous voyez que nos Hadza, ils ont un taux de 6,6, donc on est à peu près dans cette ambiance-là. Mais il y a des groupes, donc il y a toute une variation. Vous voyez qu'il y a des groupes chez lesquels ce taux d'homicide alors est à des valeurs stratosphériques par rapport à ce qu'on observe dans des sociétés modernes. Je vais revenir un petit peu sur un de ces cas, qui est le cas des Iwi du Venezuela. Vous voyez qu'eux, ils sont au-dessus de 1000 pour 100 000 et par an, c'est-à-dire 20 fois le taux d'homicide observé aux États-Unis dans les années 90. Alors, comment varie ce taux d'homicide d'un groupe à l'autre ? C'est un petit peu comme chez les chimpanzés, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a certains paramètres qui poussent, si je peux dire, au conflit. On parle d'homicide, mais en fait, ces homicides, ils incluent très souvent des violences collectives, des violences entre groupes. Donc, dans les chiffres que je vous ai montrés, il y a à la fois des homicides individuels, si je peux dire, et puis des violences collectives, des guerres entre groupes. Et on a comment dire, une variation de la fréquence de ce taux d'homicide, du nombre de conflits, en relation avec la pression démographique sur un territoire donné. En gros, chez les chasseurs-cueilleurs, quand on est dans des zones où la capacité porteuse est assez faible, c'est-à-dire où, en gros, l'environnement est assez pauvre, on a des populations qui sont des populations nomades qui se déplacent sur des grandes distances, avec une très très faible densité humaine, sont plutôt des groupes où les conflits sont peu fréquents. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, eh bien, on a des régions où la capacité porteuse est très élevée. Et là, il y a beaucoup plus de monde. Les territoires de chaque groupe sont beaucoup plus petits, restreints, et il y a un taux de conflit qui est beaucoup plus grand. Je vous ai parlé des Iwi. Ces Iwi, ils ont fait l'objet d'une publication il y a pas mal d'années maintenant par un chercheur américain qui s'appelle Hill et qui a vécu chez les Iwi. Alors, aller chez les Iwi, ce n'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés chez les Iwi et qui ne sont pas revenus. Et Hill a fait un travail très, a publié une étude très, détaillée sur la mortalité chez ces Iwi. Donc c'est une étude qui, je pense que son séjour remonte aux années 1980 par là. Hein. Et ces Iwi, ils étaient, encore une fois, on est dans la fin du XXe siècle, mais ils vivent de façon relativement isolée. Ce sont des gens qui vivent dans des savanes à l'ouest du Venezuela et à l'est de la Colombie. Et ces Iwi, linguistiquement, ils sont proches d'un autre groupe qui s'appelle les Guahibo, qui, eux, pratiquent l'agriculture, enfin une horticulture, en fait. Et en fait, on pense que les Iwi ont été repoussés par les Guahibo
dans des terres qui étaient moins riches, moins bien drainées, et ils représentent probablement non pas des chasseurs-cueilleurs primaires, mais d'anciens horticulteurs qui sont revenus à un mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Enfin, toujours est-il qu'eux n'ont pas la mémoire d'avoir jamais cultivé la terre. Donc, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui étaient à l'époque relativement fermés et hostiles à tout contact avec les Occidentaux. Et donc, il est quand même resté un moment chez les Hui, et il a rapporté des statistiques qui sont vraiment très intéressantes. Alors, je ne prétends pas vous donner une image de ce qu'est la moyenne ou la normalité, ni chez les chasseurs-cueilleurs récents, ni dans les temps paléolithiques. Mais l'objet de l'article de Hill, c'était quand même de dire, voilà, on a un groupe où il y a une mortalité qui est, pour des raisons de maladie, d'accident, qui est assez forte, mais surtout où il y a une violence, soit interindividuelle dans le groupe, mais surtout dans des conflits guerriers entre groupes ou avec les voisins, absolument exceptionnels, avec une cause de mortalité par violence de 44% chez les individus entre 10 et 39 ans. Donc en gros, quand vous êtes adolescent ou jeune adulte, vous avez une chance sur deux d'être tué par quelqu'un. Donc c'est quand même un risque assez élevé, on va dire. Et il y a à peu près seulement la moitié des enfants de 10 ans qui arrivent jusqu'à l'âge d'être grand-père ou grand-mère. Et donc, bon, l'article de Hill, en fait, disait, ben voilà, ça c'est un exemple de chasseurs-cueilleurs qui vivent sans trop de contact, ben, justement avec la police, l'armée vénézuélienne. Et il faut garder ça en tête parce que c'est quelque chose qui a pu exister dans les temps paléolithiques. Alors voyons justement ce qui se passe dans les temps paléolithiques. Je ne prétends pas vous donner un inventaire de tout ce qu'on a découvert, mais plutôt quelques exemples pour illustrer mon propos. Alors sur les formes anciennes, malheureusement, on a très très peu de documentation, et donc il faut vraiment arriver dans le Pléistocène moyen pour commencer à avoir des échantillons suffisants pour vraiment discuter du sujet. Et en particulier, dans le Pléistocène moyen, on a un site qui est absolument exceptionnel, qui est le site de Cima de los Huesos, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. C'est un site où on a identifié les plus anciens néandertaliens en Europe. Ils sont datés d'environ 400-430 000. Ce site, vous avez une coupe à gauche qui vous montre comment on accède à ce site, dont le site où on trouve tous ces restes humains, il se trouve tout en bas de cette espèce de cheminée que vous voyez sur la coupe. Alors pour accéder au site, c'est assez éprouvant. J'ai eu l'occasion de le visiter il y a quelques années. Il faut marcher à peu près 500 mètres sous terre dans une grotte, et arrivé au fond de la grotte, on arrive sur cette espèce de petit promontoire, et là, il y a une cheminée qui fait à peu près une douzaine de mètres de profondeur. Il faut descendre avec une échelle de corde. Quand j'y suis allé, on était, je crois, une quinzaine ou une vingtaine à aller voir le site. Je crois qu'on a été 2 à arriver en bas, ici, parce que les autres se sont arrêtés en route. Et sur les 3 qui sont arrivés là-haut, il y en a un qui a dit que lui, il ne descendrait jamais là-dedans. Donc, on a fini par arriver en bas. À l'époque où se sont accumulés ces fossiles humains, on pense, c'est presque certain que cette cheminée, enfin ce gouffre, avait une ouverture vers l'extérieur quelque part. Et au fond de cette rampe-là, ici, sur les dépôts, on a trouvé quelque chose d'absolument extraordinaire. On a trouvé 28, alors ce ne sont pas des squelettes en connexion, mais des os appartenant à 28 individus. Il manque pratiquement rien, donc on pense que ce sont des individus entiers qui sont tombés ou qui ont été jetés dans ce gouffre.
et qui se sont accumulés là en bas. C'est le seul ensemble de fossiles Pléistocène moyen de cette taille qu'on ait. Hein. Et donc, évidemment, je vous raconte tout ça parce que ça contraste énormément avec ce que je vous ai raconté sur mon bout de maxillaire qui vient de la grotte de Baichokiro, où là, on a un tout petit bout de face d'un individu qui, dans le fond, est le seul témoin paléontologique d'une occupation de siècles, voire de millénaires dans un site. Là, c'est vraiment une situation complètement différente. Donc on a ces 28 individus fragmentés qui sont au fond de cette cheminée. On va en reparler à nouveau la semaine prochaine parce qu'on pense qu'ils ont peut-être été volontairement jetés que leur corps a été jeté dans cette cheminée. Sur ces 28 individus, il y en a 17 pour lesquels on a pu reconstituer une boîte crânienne relativement complète. Et alors, quand on regarde ces boîtes crâniennes, eh bien, ce qu'on observe, c'est que un grand nombre de ces boîtes crâniennes, en fait pratiquement toutes, possèdent des lésions sur l'extérieur du crâne. Vous voyez, ces enfoncements, il n'y a pratiquement aucun individu qui n'a pas ce type d'enfoncement. Sont généralement, presque tous les individus de Cima de los Huesos sont des jeunes adultes. Il y a très peu d'enfants et un ou deux individus un peu plus âgés, donc ce sont des jeunes adultes. Évidemment, ça pose la question de qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à l'ensemble de la population, mais ce qui est absolument frappant, c'est qu'on a partout ces impacts sur le crâne. Alors, ce sont des impacts qui ont connu une cicatrisation, hein, ce sont des chocs qui ont été réparés, mais enfin, vous savez que pour avoir un traumatisme crânien comme ça, il faut prendre quand même un sacré coup sur la tête. Même si ça se répare, ça doit quand même faire très mal. Peut-être des jets de pierre ou des coups portés avec ce que vous voulez. Vous voyez, on a toute une topographie de ces impacts. Il y en a beaucoup qui sont sur le front ou sur l'arrière du crâne, avec une prévalence quand même pour le côté gauche, qui est un peu plus souvent impacté. Alors c'est ce genre d'impact, enfin de traumatisme cicatrisé, en fait, quand on a l'habitude de regarder des crânes fossiles de ces périodes-là, on se rend compte que ce n'est pas quand même quelque chose de très très rare. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, je suis allé visiter le musée de Bonn pour étudier la calotte crânienne de Feldhofer de Néandertal. Vous savez, le premier néandertalien trouvé, ça m'avait frappé à l'époque parce que aussi bien sur le torus susorbitaire que sur l'arrière du crâne, il y a ce genre de traumatisme. Alors, ça c'est une liste, évidemment, je ne vous invite pas à essayer de la lire parce que c'est tout petit, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a quand même une liste assez conséquente de spécimens en dehors de Cima de los Huesos, pour le Pléistocène moyen en particulier et pour le Pléistocène supérieur, où on a ce genre de traumatisme. Alors à Cima de los Huesos, en plus de ces traumatismes réparés, on a des fractures périmortem qui, elles, ne sont pas réparées du tout. Alors, périmortem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, c'est quelque chose qui est arrivé au moment de la mort. On peut raisonnablement penser que c'est juste avant la mort. Et donc, on a des impacts pénétrants, c'est-à-dire, cette fois-ci, ce n'est pas juste un enfoncement de la table externe de l'os dans le diploé, c'est quelque chose qui a pénétré le crâne, et on en a sur l'arrière du crâne un certain nombre. Je crois qu'au total, il y a 6 individus sur lesquels on a ce genre de fracture pénétrante sur l'arrière du crâne, et puis on en a plusieurs sur lesquels on a des impacts
sur le pariétal gauche ou sur le frontal. Et alors, bon, le plus célèbre d'entre eux, c'est ce crâne 17, où vous voyez, on voit très très bien sur la radiographie à quoi correspondent ces fractures pénétrantes. Hein. Donc c'est un impact qui se produit à l'extérieur du crâne et qui emporte une partie de la matière osseuse à l'intérieur du cerveau. Hein. Voilà l'extérieur et l'intérieur de ces fractures. Et dans le cas de ce crâne 17, on a beaucoup étudié la forme de cette perforation. Il semble que ce soit deux coups portés avec le même objet sur le devant du crâne. Donc là, dans le cas présent, la cause intentionnelle de ces fractures pénétrantes ne fait guère de doute. Vous voyez quand même qu'on a, sur 28 individus, il y en a 17 dont on peut reconstituer le crâne. Sur les 17, tous ont des traumatismes crâniens réparés. Et il y en a quand même un nombre significatif, à peu près la moitié, qui ont des fractures de ce type-là qui ont été très certainement mortelles. Et donc, je ne sais pas si on peut généraliser ça, mais ça nous donne une image de ces néandertaliens anciens qui est beaucoup moins, paisible que l'image qu'on a voulu en donner parfois. Alors, on était là au début de l'évolution des néandertaliens. On va maintenant faire un saut dans le temps vers la fin des néandertaliens. Je vais vous parler de deux sites. Le site de Shanidar qu'on a déjà évoqué à propos de ce néandertalien qui était amputé d'un bras, qui boitait, qui était borgne, sourd d'une oreille, etc. Alors il y en a un autre dans ce site qu'on a appelé Shanidar 3 qui a une lésion tout à fait particulière. Vous voyez, sur une des côtes, il a une entaille qui a été provoquée par apparemment un projectile en silex qui a pénétré la cage thoracique et très certainement qui a perforé le poumon. Donc on pense que c'est probablement quelque chose qui a été mortel. Alors ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans l'outillage qu'on trouve autour de ces néandertaliens, on ne trouve rien qui ressemble au type de pointe qui apparemment est en cause ici, parce que là on a affaire à quelque chose qui est une pointe relativement petite, parce que les côtes adjacentes n'ont pas été ni cassées ni abîmées. Et puis quelque chose qui est arrivé avec une énergie cinétique relativement faible. Donc on pense à une arme de jet assez légère, tirée à distance. Alors comme ce néandertalien, dans la série des fossiles de Shanidar, c'est un des plus récents, disons qu'on le date autour de à peu près 50 000. Hein. La datation est un peu ancienne et elle devrait peut-être être révisée, mais enfin, on est à une époque où il y a peut-être déjà dans l'environnement des Homo sapiens modernes. Vous savez, c'est le début du remplacement des néandertaliens par les sapiens. Et donc, certains collègues ont spéculé que c'était peut-être pas un néandertalien qui était à l'origine de cette blessure probablement mortelle. Et toujours pour cette période qui concerne l'interface entre les derniers néandertaliens et les premiers sapiens, en Europe occidentale, dans le site de Saint-Césaire qui est en Charente-Maritime, on a un squelette néandertalien relativement complet qui date à peu près de 41 000 ans. Et ce néandertalien, lui aussi, a eu un sérieux dommage sur la boîte crânienne, sur le frontal. Il s'en est remis, hein, ça a cicatrisé, l'os a cicatrisé, mais enfin ça a dû être un traumatisme crânien assez important. Donc on ne parle pas d'homicide, mais on parle quand même d'une agression assez violente. Alors évidemment, on ne sait pas si c'est par un autre néandertalien ou par un représentant de notre espèce. Vous avez ici une image qui vous montre la comparaison avec ce qu'on observe sur ce néandertalien de Saint-Césaire avec une blessure très similaire
qui a été observé chez un individu qui date du Moyen-Âge. C'est quelqu'un qui a aussi pris une arme sur la tête et qui s'en est remis. Dans le Paléolithique, alors évidemment le cas de Cima de los Huesos est vraiment très très impressionnant. Dans le Paléolithique moyen et dans le Paléolithique supérieur, on connaît quand même assez peu d'exemples très, très probants de blessures qui sont manifestement faites par une arme et donc par un autre individu. Alors c'est peut-être lié aussi au fait, encore une fois, qu'on n'a pas quand même un nombre de spécimens très très grand. Et vous allez voir que quand on va arriver vers la fin des temps paléolithiques, l'image va changer, peut-être en partie à cause du fait qu'on va avoir des séries beaucoup plus importantes. Alors, il y a un autre cas qui est très souvent mentionné, c'est un homme qui vient d'un site russe, Sungir, qui n'est pas très très loin de Moscou. Et dans ce site de Sungir, on a des sépultures absolument impressionnantes. Les gens ont été inhumés avec des parures très remarquables. Et on a un homme adulte qui apparemment est mort en très bonne santé, comme on dit. Il était dans la force de l'âge, mais lorsqu'on a soigneusement examiné son squelette, on s'est rendu compte que dans le corps de la première vertèbre thoracique, il présente un impact qui a sûrement été fait un petit peu comme sur le Néandertal de Shanidar III, par une pointe en silex. D'ailleurs, on a une idée assez précise de la forme de la pointe qui a pénétré, qui est allée se ficher sur la face avant de la vertèbre, donc qui a traversé la poitrine, qui a pénétré au-dessus de la clavicule gauche et qui est rentrée pour aller se planter dans la colonne vertébrale à l'arrière. Elle a certainement sectionné soit la veine jugulaire interne, soit la carotide commune, et donc c'est à peu près certainement la cause de la mort de cet individu qui a dû être très rapide après cet impact. Les gens qui ont décrit ça, alors évidemment, insistent beaucoup sur le fait que c'est peut-être un accident. Bon, c'est peut-être un accident, mais peut-être pas. Donc ça, c'est un exemple. Quand on va arriver à la fin du Paléolithique supérieur et au Mésolithique, on va avoir affaire, cette fois-ci, dans un certain nombre de sites, à de véritables nécropoles, des cimetières. Et donc là, évidemment, il n'y a plus de rareté des restes humains, on a des séries importantes dans ces cimetières. Et de fait, la présence de tous ces traumatismes liés à des agressions, et là, il y a un certain nombre d'exemples où il n'y a absolument aucun doute sur la nature violente de la mort de ces individus, eh bien, on va les trouver de façon de plus en plus fréquente. Il y a deux sites qui sont très connus. Un site qui se trouve dans la vallée du Nil, qui s'appelle Djebel Sahaba. Donc on est à la frontière entre le Soudan et l'Égypte. Et ce site, avec d'autres sites d'ailleurs, a été fouillé avant que le barrage d'Assouan ne provoque l'inondation de toute cette région. Et ce matériel, il a été déjà étudié il y a longtemps, mais il a été récemment repris par une de mes collègues de l'Université de Bordeaux, Isabelle Crèvecoeur, avec toute une équipe qui ont réexaminé tous ces restes qui datent, donc il y a environ 13 400 ans, donc on est à la fin du Pléistocène supérieur, on est dans le Paléolithique, et on a 61 individus qui ont été inhumés, et ces 61 individus, ils portent une quantité de traces de violence absolument extraordinaire. Vous voyez toutes les petites pastilles
rouge ou verte que vous voyez sur le plan du cimetière, ça identifie des individus qui ont ce genre de traces. Donc les 2/3 des individus qui viennent du site de Djebel Sahaba, les 2/3 présentent sur leur squelette des traces traumatiques qui sont liées à des impacts de flèches, souvent avec des pointes de silex qui sont encore fichées dans les os. Et dans 16 cas au moins, ces traumatismes ont certainement entraîné la mort. Et si on tient compte du fait, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une flèche ne se plante pas forcément dans un os, mais elle peut se planter dans autre chose, eh bien, la mortalité pour des raisons de violence entre individus est probablement à un taux qui n'a rien à envier à celui des Iwis dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on trouve, là c'est un exemple d'un individu donc, qui porte carrément une pointe de flèche fichée dans le crâne et aussi des impacts sur le fémur. Donc le cimetière, enfin la nécropole de Djebel Sahaba est remplie de ce genre de choses. L'impression qu'on a à Djebel Sahaba, c'est qu'il y a une espèce de violence endémique dans la région, et ce sont des gens qui ont été inhumés dans ce cimetière sur une période assez longue, et donc il y a régulièrement des gens qui meurent et qu'on va enterrer dans ce cimetière. Le deuxième exemple de la fin du Pléistocène et des temps paléolithiques, c'est un site qui a été découvert au Kenya. Donc on est à l'ouest du lac Turkana. Et là, c'est une situation qui est assez différente de celle de Sahaba, parce qu'il ne s'agit pas d'une nécropole, il s'agit d'individus qui sont trouvés épars, en quelque sorte. Ils n'ont pas été inhumés, ils ont été abandonnés, et on les trouve épars le long de la berge d'une sorte de petit lac, de lagune. Alors on en a trouvé 27 au total, dont une douzaine à peu près qui sont relativement bien conservés. Ce sont des adultes, mais il y a aussi beaucoup d'enfants. En particulier, il y a un petit groupe d'enfants de moins de 6 ans qu'on a trouvé près du squelette de certaines femmes. Et l'image que l'on a de ce site de Nataruk au Kenya, c'est que c'est des vestiges d'un massacre. Ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui devaient être le long de ce lac à recherche de nourriture et qui ont été attaqués par un groupe qui les a massacrés, et leurs corps ont été retrouvés épars sur à peu près 300 mètres le long de la rive de ce lac. Bon, des fractures du crâne, des fractures des jambes, tout ça à coups de massue, des pointes d'obsidienne qui sont plantées dans certaines parties du squelette. Et on a l'impression que certains individus ont été mis à mort alors qu'ils étaient immobilisés, qu'ils étaient même attachés, en particulier cette femme qui d'ailleurs était au dernier stade de la grossesse, semble avoir eu les mains et les pieds attachés, et elle est morte, elle a été mise à mort ensuite. Donc des exemples comme ça, à la limite entre le paléolithique et puis les débuts de l'agriculture, on en a, j'allais dire, un certain nombre, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que l'Europe et l'Afrique qui sont en cause. Donc j'ai pris un exemple dans les Amériques. Donc dans les Amériques, on a pas mal d'exemples aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Il y a une étude qui a été publiée assez récemment, en 2023, qui a porté sur un grand nombre d'individus qui viennent du Chili, de la zone côtière du désert de l'Atacama, sur une période qui couvre à peu près 10 000 ans, et au cours desquels on a pu étudier l'expression de ces traces de violence sur les individus découverts.
en même temps que des études isotopiques pour essayer d'analyser d'où est-ce que ces gens viennent. Et en fait, ce qu'on découvre à travers cette publication, c'est qu'en fait, il s'agit essentiellement de, j'allais dire, de gens du coin, hein, donc ce sont des violences interindividuelles ou intergroupes, mais enfin qui concernent la région, ne sont pas des gens qui viennent de l'extérieur. Alors bon, c'est toujours un petit peu le même schéma, hein. On trouve des gens qui ont subi des fractures du crâne, qui ont pris des flèches, qui, j'allais dire heureusement pour les archéologues, ont eu la bonne idée d'aller se planter dans des os comme ces vertèbres. Et ce qu'on voit en fait, c'est que sur cette longue période de 10 000 ans, en fait, il y a toujours eu des violences qui se sont produites. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit énormément de traces de traumatismes qui se sont réparés. Il y a seulement, comment dire, un faible pourcentage au début de traumatismes qui sont vraiment létaux, qui ont provoqué la mort des individus, mais au cours du temps, on voit alors une relative baisse des traces non létales, mais une augmentation très très spectaculaire de ces traumatismes qui ont provoqué la mort. On pense que en fait, cette augmentation vers la fin de la période, elle est peut-être liée au fait qu'on commence à avoir dans la région des groupes qui ne sont plus des chasseurs-cueilleurs, mais qui sont des horticulteurs, et que c'est peut-être lié à cette conflictualité entre ces différents groupes. On va avoir constamment dans le registre archéologique et historique ces histoires de conflits entre des chasseurs-cueilleurs et des gens qui sont des agriculteurs, ou au sein des agriculteurs entre des gens qui sont des éleveurs plutôt nomades et des gens qui cultivent la terre. Et donc dans cette région du Chili, on a aussi tout un art rupestre qui laisse pas beaucoup de doutes sur l'existence de ces conflits entre ces différents groupes. Et pour finir, je voudrais vous dire quelques mots du néolithique et puis ensuite de 2-3 pratiques que je trouve intéressantes. Alors, au néolithique, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait très longtemps qu'on a reconnu qu'au néolithique, il y avait une augmentation très spectaculaire des violences, et en particulier des violences collectives. Enfin, j'espère vous avoir convaincu qu'on n'est pas passé d'un monde complètement pacifique à un monde violent, mais ce qui est clair, c'est que le néolithique n'a rien arrangé. Ça a plutôt pris de l'ampleur. Ce qui est tout à fait remarquable au néolithique, c'est que là, on va voir des manifestations de violence collective beaucoup plus évidentes. Alors je mets de côté Sahaba et puis le site kényan avec ce massacre le long des berges d'un lac. Mais là, on a au néolithique de véritables massacres qui se produisent. En Europe, en particulier, il y a une période qu'on appelle le rubané, qui est une période en fait du début du néolithique où des agriculteurs pénètrent en Europe par la vallée du Danube. On parle aussi de néolithique danubien. Ils produisent un certain type de poterie, donc cette fameuse poterie rubanée. Et vous voyez, on parle d'une zone qui couvre l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche et puis l'Est de la France. Et à la fin de cette période du néolithique rubané, on a toute une série de sites qui ont été découverts essentiellement en Allemagne et puis en Autriche, mais vous allez voir qu'on a aussi un exemple français. Et là, dans ces sites, alors je ne vais pas tous vous les détailler parce qu'il y en a quand même un certain nombre, on a des individus qui ont été vraiment massacrés avec une extrême violence. Donc un de ces sites qui s'appelle Schöneck-Kiliangsteden, qui est là, qui a fait l'objet d'une publication assez détaillée.
eh bien, on y a trouvé 26 individus qui sont jetés dans une espèce de sépulture de masse. Hein. Et ces 26 individus comportent des hommes, des enfants et quelques femmes âgées. De façon assez remarquable, les femmes jeunes manquent, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres sites comme cela, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des villages qui ont été attaqués par un groupe, où ils ont massacré les enfants, les hommes, les vieilles femmes, et puis ils ont emporté les jeunes femmes avec eux. Ce qui est aussi tout à fait remarquable, c'est que il y a une espèce d'acharnement sur les gens qui ont été mis à mort. Hein. Il y a des signes de torture, de mutilation, on leur casse les jambes, on fait des trucs assez épouvantables. Et tous ces gens-là, ils sont généralement abattus après coup, si je peux dire. Donc, soit on les a capturés, on les a ramenés au village, si je peux dire, soit ce sont des incursions qui sont faites dans des petites communautés, et souvent ce sont des gens qui ne présentent pas vraiment de blessures de défense. Vous savez, quand vous vous battez, si on vous frappe avec une arme, vous allez mettre vos bras devant pour vous protéger. Donc là, il n'y a pas ça. Donc manifestement, la plupart sont abattus de façon systématique, ils sont attachés, ils sont mis à genoux et on leur donne un coup de hache derrière la tête, et on a un grand nombre de crânes comme ça avec des impacts de hache polie. Plus je vous dis ces traces de torture, d'amputation. Je vous cite un autre site. Alors là, on est vraiment à la fin de cette période de la culture danubienne. C'est un site qui a été découvert assez récemment en Alsace, près de Achenheim. Et dans ce site, on a un très grand nombre de silos, près de 300, qui ont été fouillés. Donc, ce sont des silos creusés dans le sol où on a stocké des céréales, probablement, pendant très longtemps. Alors quand même, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cet endroit où il y a ces silos est enclos avec tout un système de fortification, de fossés. Donc manifestement, il y a même une espèce de petit bastion le long de ces fortifications. Donc manifestement, il y a une grande insécurité qui règne à cette époque-là. On est environ, il y a 6200, 6400 ans avant le présent. Et c'est une époque où, en Alsace, on va assister au remplacement d'une de ces cultures danubiennes qu'on appelle Brübach-Oberbergen, en Alsace. Hein. Et ces cultures, ces communautés vont être remplacées par une autre culture danubienne qui vient du bassin parisien et qui va prendre sa place. Alors, ça ne se passe pas très bien. On a découvert dans un de ces silos 5 adultes et un adolescent, donc tous des hommes, et tous présentent de très nombreuses fractures intentionnelles. Alors c'est toujours pareil, on leur casse les jambes, les mains, les pieds, les côtes, enfin tout ce qu'on peut. On les met à mort, et en plus de ces 6 individus qui ont été mis à mort, on trouve 3 bras gauches amputés et un bras d'enfant amputé qui ont été mis dans la même fosse. Et donc ces bras amputés ont l'air d'être des sortes de trophées qui ont été rapportés et qui ont été mis avec ces cadavres. Alors ces sites de massacres de la fin de la période néolithique danubienne, on peut les compléter aussi par on a un site en Allemagne où apparemment on a un cannibalisme de masse qui s'est produit. Donc on a quand même décrit cette période comme une période de grande crise et de grande insécurité. Mais en fait,
ça ne va pas vraiment s'arranger par la suite. Et donc, je ne veux pas passer des heures à vous montrer des sites de massacres, mais voilà, là on est à l'extrême fin du néolithique, donc on arrive dans l'âge des métaux. Hein, les néolithiques, c'est ce qu'on appelle l'âge du cuivre, hein, c'est l'apparition des premiers objets métalliques. On est en Croatie, dans un site qui s'appelle Potocani. Et là encore, alors là c'est 41 individus, donc c'est un village, hein, hommes, femmes, enfants, qui ont tous été aussi massacrés. Et encore une fois, pas de blessures de défense, on a l'impression que c'est des gens qui ont été mis à mort d'un coup derrière la tête systématiquement. Et s'il fallait vous convaincre encore que le néolithique n'était pas une période très pacifique, voilà des peintures rupestres du Levant espagnol. Alors cet art rupestre du Levant espagnol, c'est un art tout à fait spectaculaire qui a été étudié par un de mes prédécesseurs au Collège de France, hein, l'abbé Breuil, et on a beaucoup de scènes. C'est très différent de ce qu'on a dans l'art rupestre paléolithique dans le sud-ouest de la France ou le nord de l'Espagne. Hein. On a beaucoup de scènes qui montrent des scènes de chasse au gros gibier, des choses comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de scènes de guerre. Et on a longtemps cru que cet art du Levant espagnol, c'était la fin du paléolithique, peut-être le mésolithique. Bon, maintenant, de plus en plus, c'est difficile hein, de dater l'art, mais en se fondant notamment sur des restes archéologiques, des poteries qui ont été trouvées en association dans certains sites, on pense que c'est néolithique plutôt. Donc il y a tout un tas de sites, alors dans la région de Valence, de Murcia, etc. Si vous allez par là, je vous recommande d'aller voir certains de ces sites quand on peut les visiter. Et alors il y a un grand nombre de scènes qui montrent des affrontements d'archers, des embuscades, de véritables batailles hein, qui sont représentées. Et il y a même des choses tout à fait spectaculaires, des choses qui ont été décrites comme des pelotons d'exécution, hein, avec des archers qui sont en ligne, et puis des victimes qui sont absolument transpercées d'une multitude de flèches. Alors avant de vous quitter, je voudrais évoquer deux petites choses. Je ne vais pas aller plus loin que l'âge des métaux, mais deux comportements qui rentrent un peu dans cette, ces considérations sur la violence et les homicides pendant les temps paléolithiques. Je voudrais dire un mot du cannibalisme. Alors le cannibalisme, c'est quelque chose qui avait été déjà discuté il y a très longtemps à propos des Néandertaliens, en particulier dans un site qui s'appelle le site de Krapina. Alors en général, c'est un petit peu comme pour la guerre, un petit peu comme pour l'abondance, etc. On est passé d'une vision extrêmement négative des temps paléolithiques à une vision beaucoup plus positive. Et en particulier, on a eu tendance de plus en plus à interpréter tous les signes de cannibalisme. Alors, c'est quoi les signes de cannibalisme? C'est le fait de trouver des os humains qui portent des traces de découpe, des traces de percussion, des traces de boucherie, en fait. On a eu tendance, peut-être de façon exagérée, à interpréter ça assez systématiquement comme du cannibalisme rituel, donc des choses qui sont forme de rite funéraire. Alors en fait, quand on regarde les différents cas de cannibalisme qui ont été rapportés historiquement par des observations dans différentes populations, on a effectivement un cannibalisme funéraire qui existe. Donc c'est une pratique qui consiste à consommer au moins symboliquement une partie du corps de membres de la communauté, de parents, de défunts. Évidemment, c'est quelque chose qui inclut tout un rituel.
Ensuite, il y a un cannibalisme de guerre qui a aussi été décrit, alors qui consiste essentiellement à manger des ennemis. Alors, ce sont plutôt des hommes. Évidemment, ils n'appartiennent pas au même groupe. Leur tête ou une partie de leur corps peut servir de trophée. Je vous rappelle les bras coupés d'Achenheim. Hein. Et puis là, bon, ils peuvent être traités de façon rituelle ou simplement consommés comme des animaux. Et puis évidemment, il y a le cannibalisme de survie. Donc le cannibalisme de survie, c'est donneur party, hein, ce que je vous ai raconté la dernière fois, les pionniers dans la Sierra Nevada qui mangent les cadavres, voire qui tuent d'autres individus pour les manger. Et puis enfin, on peut aussi envisager un cannibalisme nutritionnel, hein, simplement. Voilà, on considère des individus d'un autre groupe comme un gibier, comme un autre. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces exemples, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que ce que je viens de vous décrire, ça s'applique évidemment à des populations d'Homo sapiens récentes dans lesquelles toutes ces pratiques de consommer de la chair humaine, elles sont, si je peux dire, insérées dans un corpus de croyances, de symboles. Il y a un certain nombre de pratiques qui les entourent. D'une certaine façon, si on met de côté le cannibalisme de survie, ce sont des choses qui sont extrêmement, d'une certaine façon, codifiées. Et la question, évidemment, c'est jusqu'où, quand on remonte dans le temps, ce genre d'interprétation peut être mise en avant. Et clairement, quand on a affaire à des hominines qui sont très très anciens, il est peu probable qu'on ait affaire par exemple à des rites funéraires très très compliqués. Je voudrais mentionner un exemple que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui est le cannibalisme qui a été reconnu dans ce site, qui est le site de Grandolina en Espagne. Donc Grandolina, c'est un des sites du complexe de sites d'Atapuerca, celui où on a la Cima de los Huesos. Hein. Donc il y a dans cette colline, avec des karstes, avec des cavités, il y a des sites de différentes périodes. Donc Cima de los Huesos, c'est, je vous l'ai dit, autour de 430 000. Grandolina, c'est une autre cavité. C'est beaucoup plus ancien, on est autour de 800 000. Et à Grandolina, on a trouvé un grand nombre de restes humains qui sont des restes qui sont attribués à une espèce qui a été créée pour l'occasion, si je peux dire, qu'on appelle Homo antecessor, et qui, pour l'instant, est essentiellement connue dans ce site. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces restes humains qui ont été trouvés dispersés dans les niveaux de Grandolina, dans un niveau en particulier qu'on appelle TD6, ils portent presque tous des traces de boucherie qui sont très comparables à celles qu'on trouve sur les restes de cerfs qu'on trouve dans les mêmes niveaux, avec des découpes au point d'attache des muscles, les dépouillages des os, enfin du neurocrâne. Hein, on scalpe, on retire le scalp pour avoir accès notamment au crâne et à son contenu. Pareil, le retrait de la peau, des membres, etc. Donc on a vraiment des traces qui sont très très comparables à ce qu'on trouve sur le gibier. Et évidemment, là, enfin, il ne fait pas grand doute que ces individus ont été consommés. Et les collègues espagnols qui ont étudié ce site ont essayé de comparer ça à différents exemples de cannibalisme qui sont connus. Voilà, par exemple, certains, je vous ai parlé tout à l'heure de sites néolithiques où on avait du cannibalisme. Donc, Herxheim, c'est un de ces sites en Allemagne. Fombrégois, c'est un site français. On a des sites où on a du cannibalisme pratiqué par les Néandertaliens
Moula Guerci dans l'Ardèche, c'est très connu. El Cidrón en Espagne, c'est un site où on a une famille entière de néandertaliens, hommes, femmes et enfants, qui ont été cannibalisés, hein, qui ont été presque tous les restes présentent des traces de boucherie. Et donc cet Homo antecessor, les gens qui ont étudié cet assemblage ont comparé ça à d'autres assemblages vestiges de cannibalisme, notamment en regardant la structure d'âge de ces assemblages, c'est-à-dire la proportion d'adultes, de petits-enfants, d'adolescents, etc. Et ce ils ont même inclus dans leur comparaison mes chimpanzés, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, lors de conflits entre groupes, consomment la viande des jeunes individus qu'ils tuent. Et la conclusion de cette étude, c'est que l'ensemble de TD6 de Grandolina, donc ces homo antecessors, se rapprochent. Ce qui se rapproche le plus d'eux, ce sont les chimpanzés. Et une des conclusions de cette étude, c'est que probablement on a affaire à quelque chose qui ressemble un peu au comportement des chimpanzés que je décrivais au début de mon intervention, c'est-à-dire une forme de cannibalisme agressif qui consiste à alors probablement dans un contexte de compétition de territoire ou de recouvrement de territoire et de compétition pour les ressources, de s'en prendre à des individus isolés, de tuer les enfants, de les manger, en gros de terroriser les autres pour les repousser. Et enfin, le deuxième sujet que je voulais aborder brièvement, c'est celui des mutilations. Alors, je vous ai déjà raconté que dans le néolithique, on coupait des bras. C'est bientôt fini, hein, donc vous avez encore 2 diapositives à supporter et après, vous allez pouvoir penser à autre chose. Alors, on mutile les mains. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on coupe des doigts. Et alors, historiquement, tout le monde connaît les yakuza, hein, qui se coupent volontairement une phalange. Enfin, volontairement, parfois, c'est parce qu'on les punit, et donc il faut qu'ils se coupent une phalange. Et donc, historiquement, on connaît un grand nombre de cas de ces mutilations de doigts. C'est un truc qui est très, très banal. Il y a des tas de populations où on coupe les doigts des gens, où ils se les coupent eux-mêmes. Alors, ça peut être pour des tas de raisons. Hein. Ça peut être... alors, évidemment, d'abord, ça peut être pour des raisons chirurgicales. Hein. On peut avoir besoin de couper un doigt parce que, je sais pas, il est infecté, il se passe quelque chose de terrible avec ce doigt. Mais enfin, en général, c'est pas ça. En général, c'est plutôt un sacrifice, une punition, un vœu que l'on fait. Il y a même des gens qui se coupent un doigt par amour. Hein. Ça existe pour prouver leur passion. Et donc, on a un grand nombre d'exemples qui ont été documentés historiquement et archéologiquement. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre cette photo d'un collier Cheyenne de la fin du 19e siècle. Hein, un Cheyenne qui a quand même fait un joli collier avec des doigts d'individus, des ennemis, hein, on imagine, qu'il a gardé donc, comme des trophées. Et il y a des chercheurs qui s'intéressent à cette question-là pour savoir si dans les temps paléolithiques, on avait, ou préhistoriques d'une façon générale, on avait des comportements comme celui-là. Et en fait, alors, on a un certain nombre de phalanges isolées. Évidemment, c'est difficile de savoir si ces phalanges isolées, elles ont été vraiment coupées ou pas. On a, alors, pour des périodes archéologiques récentes, je pense par exemple à l'archéologie de la Mésoamérique, c'est un truc tout à fait banal. Hein, on trouve des petites poteries avec dedans, il y a une phalange. C'est une sorte d'offrande. Hein, les gens se coupaient une phalange en sacrifice. Mais l'exemple probablement le plus démonstratif, il date pas du paléolithique, mais il date du mésolithique. Donc c'est un site qui se trouve en Crimée. Et dans ce site qui s'appelle Murzac Koba,
on est entre 10 000 et 7 000. On a une main alors c'est un squelette d'une jeune femme, et cette jeune femme, elle a la dernière phalange du petit doigt de la main gauche qui a été volontairement coupée, et d'ailleurs la phalange suivante a réagi en produisant des formations osseuses tout à fait typiques de ce genre d'amputation. Donc là, c'est un cas tout à fait démonstratif. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a une longue discussion à propos de mains mutilées dans l'art paléolithique. Dans les grottes ornées, dans lesquelles on a un grand nombre d'impressions de mains, eh bien, il y a des sites où on trouve des mains où il manque des doigts. Alors, il y a 2 sites qui sont très connus. Enfin, il y a surtout un site qui s'appelle Gargas. Voilà, il y a des tas de mains avec des tas de doigts qui manquent d'ailleurs. Et puis il y a d'autres sites. Je pense à Cosquer par exemple. Cette main-là, elle vient de Gargas. Alors, du temps de Breuil et des débuts de l'étude de l'art paléolithique, eh bien, on a immédiatement fait référence à ces pratiques-là chez des aborigènes australiens ou chez des San d'Afrique du Sud, en disant, ben voilà, on a dans les temps paléolithiques eh bien, des gens qui se mutilaient eux-mêmes ou qu'on mutilait, et on a ces représentations de mains qui sont liées à ces comportements. Alors par la suite, ça a été très, discuté, critiqué, en particulier par André Leroi-Gourhan, qui a fait un papier sur cette question-là, où en gros il a dit que c'était un peu ridicule. Et donc l'idée qui domine aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces empreintes de main, elles sont faites en repliant. Alors on a fait des expériences pour voir si on arrivait à faire une empreinte comme celle-là en repliant un doigt. Bon, alors c'est ce qui aujourd'hui est considéré comme l'explication la plus probable. Est-ce que c'est un effet de l'angélisme qui a prévalu, disons, dans la dernière génération du XXe siècle, ou est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. D'ailleurs, on peut se poser la question, même si on fait ça en repliant les doigts, pourquoi on le fait, et est-ce que ça n'a pas quand même un lien avec ce genre de pratique? Voilà, donc la prochaine fois, on va justement voir, puisqu'on arrive au terme de notre voyage, la mort, c'est un voyage. Et donc, on va voir ce qui se passe après la mort, justement, et au point d'arrivée. Merci.